On passe maintenant au football, donc c'était le visage de Bell qui était apparu juste après le concours complet. Alors le football, d'abord le gardien de Marseille, Pascal Rousseau, Marseille qui a fait un grand pas vers le titre en gagnant hier soir. Oui, la semaine dernière, c'était Bordeaux qui avait fait un grand pas peut-être vers le titre puisque Marseille avait été battu par le Paris Saint-Germain. Cette semaine, Marseille est allé se rassurer en faisant match nul à Saint-Etienne. Et hier soir, Marseille a profité du faux pas de Bordeaux. Alors je vous propose de voir un peu avec Pascal Rousseau, le gardien intérimaire, parce qu'il joue la Coupe de France, il joue le championnat, mais de temps en temps il ne joue pas la Coupe d'Europe, il ne joue pas non plus le championnat. Mais en tout cas, il sera peut-être champion de France. Alors je vous raconte l'histoire de Pascal Rousseau. Quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. L'OM mène 3-0 devant le Stradlet Sofia. Euhar se jette et se blesse. Résultat, le gardien marseillais quitte le terrain avec une fracture de la jambe. Saison terminée. Castaneda, le remplaçant, est appelé au secours. À Brest, il passe au travers. L'OM reporte alors tous ses espoirs sur Pascal Rousseau pour le championnat. Lui qui était mis dans une situation inconfortable il y a simplement 1 mois et demi, se retrouve là dans une équipe et champion de France. Je crois que c'est un beau rêve qu'il est en train de vivre et si on lui avait prédit ça à l'avance, il aurait certainement traité les gens qui lui prédisaient ça de fou. Écarté des terrains pendant près d'1 an en raison d'une grave blessure, Pascal Rousseau redécouvre à Marseille l'ambition, sans se poser de questions. La pression, il ne veut surtout pas connaître. Je ne suis pas un garçon à nature anxieuse au niveau du football. J'ai mes petits états d'âme comme tout le monde, mais le fait de jouer dans cette équipe, vous savez, si vous passez votre temps à regarder Moser, Waddle, Papin et Tigana, vous êtes spectateur, vous êtes plus gardien de but et c'est pas ce qu'on me demande. Aujourd'hui, si Rousseau travaille d'arrache-pied pour mériter sa place, Euhar, lui, poursuit une rééducation poussée. Le travail, c'est le maître mot pour la réussite d'un gardien. Ça se fait dans la bonne humeur, donc ça soulage un peu la dureté de l'entraînement, mais c'est vrai que des entraînements spécifiques comme ça pour les gardiens, au bout d'une heure, 1h30, on est fatigué. Jouer dans une équipe comme Marseille présente certains risques pour un gardien, et notamment celui de tout jouer sur 2 ou 3 arrêts. Un véritable qui-tout-double. On est jugé que sur très peu d'actions, donc c'est assez difficile parce que nerveusement on doit être présent pendant 90 minutes et pareil à toute éventualité même si on mène largement le score. Hier contre Mulhouse, Rousseau n'a pas été souvent sollicité. Dès la 5e minute sur ce corner de Waddle, Dimeco centre pour Francescoli qui de la tête ouvre la marque. Waddle, toujours lui, adresse un centre pour Papin qui trompe Sens. 10 minutes plus tard, sur une attaque déclenchée par Deschamps, le ballon est contré. Amoros récupère, centre pour Deschamps qui de la tête inscrit le 3e but. En seconde mi-temps, Stéphane bat Rousseau, mais l'OM vient de faire un pas de plus vers son 2e titre. On était maître de notre destin avant déjà la journée de ce soir. Là on est encore plus puisqu'on a 2 points d'avance, c'est bien parti. À nous de bien gérer la suite. Si je vous demandais de juger un peu Joseph-Antoine Bell comme gardien de but. Oh, je pense que c'est quand même un très grand gardien de but, ça c'est évident, qui a peut-être, à mon avis, le tort de peut-être un peu trop parler. Pascal Rousseau, voilà un gardien de but qui sait très bien marcher à l'ombre. Voilà, donc c'était le petit jeu ce soir de voir la fin de saison vue par les 2 gardiens. Après Rousseau, donc Bell. Dominique, c'est vous qui êtes allé à Bordeaux. Alors, merci. 40 ans. Quel cora! Pas trop long, parce qu'on a plein d'images encore. Bon anniversaire, Dominique. Merci. 40 ans, ça se fête. Ouais. Joseph-Antoine Bell a perdu. Oui. Avec Bordeaux, était grave. Et deuxième question, est-ce qu'il est vraiment bavard, Joseph? Moi, je crois qu'il aime parler, mais il ne parle pas pour ne rien dire. Il a des choses à dire. Et justement, je crois qu'il doit nous en dire. À nous tous. Et à d'autres, parce qu'il n'a pas des comptes à régler, mais simplement une façon d'exprimer sa philosophie et ses regrets sur la saison. Alors allons-y le rejoindre. Joseph-Antoine Bell, le gardien de Bordeaux. Joseph-Antoine, qu'est-ce que vous êtes en train de lire dans ce ballon? L'avenir du championnat? J'essaie de lire la fin du championnat et le ballon dit que la fin du championnat sera très difficile, qu'elle sera très indécise. Je pense que Bordeaux a son destin entre les mains. Il faudra que Bordeaux gagne tous ses matchs. Ça semblait bien parti pour Bordeaux samedi soir à Nantes. À 8 minutes de la fin, Bordeaux menait 1-0, but de Denbor sur pénalty. Mais en moins de 2 minutes, Nantes anéantissait l'espoir bordelais. Bell résistait longtemps, mais Leco, puis Robert, donnaient une victoire méritée aux Nantais.
presque cuit. Je pense que tout est terminé. Le titre s'envole, mais l'Europe reste une certitude. Bell a donc désormais tout son temps pour méditer sur sa saison. L'accueil à Marseille, l'histoire des bananes, les phrases assassines de Jean-Pierre Papin. Au lieu que je sois touché, au lieu que j'ai mal, j'ai plus pitié qu'autre chose, même si la pitié n'est pas un bon sentiment, mais je pense plutôt que c'est déplorable pour ceux qui se comportent de cette façon-là. Est-ce que c'est pas un peu ainsi un état d'esprit qui tend à se généraliser dans le football français? Moi, il y a un truc qui me gêne énormément. Vous êtes gardien de but, vous êtes dans n'importe quel stade de France, à chaque fois que vous allez dégager, vous entendez « Oh, is, enculé ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais malheureusement, aujourd'hui, cette obscénité est banalisée. Et donc, on ne s'en aperçoit plus, et c'est ça qui est grave. Ça veut dire que c'est notre société qui est comme ça, et qu'en réalité, c'est pas sur les stades qu'il faudrait combattre. C'est les parents qui devraient mieux éduquer leurs enfants. Je pense que le problème est là. Si nous ne voulons plus de violence, si nous ne voulons plus de haine, de comportements bestiaux comme ça, je crois qu'il vaut mieux que tous les parents prennent en main leurs enfants. Il est difficile d'entamer la sérénité de Joseph Antoine. Pourtant, avec son ancien club Marseille, il a connu bien des tracas, sur le terrain et en coulisses. C'est l'avocat de l'OM qui, 3 ans après l'affaire, ressort cette semaine le dossier petit frère-grand frère. Bell, victime d'un homme d'affaires peu scrupuleux, devient l'accusé du détournement de fonds. Juste au moment où Bordeaux et l'OM sont encore au coude à coude. Je suis convaincu que plus le président de l'OM cherchera à m'atteindre, et plus bas il devra descendre. Et donc il ne prouvera que sa petitesse et sa bassesse. Et c'est dommage pour quelqu'un qui se considère présidentiable. J'espère que les Français apprécieront. Bell ne mâche pas ses mots. À 35 ans, c'est vrai, il n'a plus rien à craindre de personne. Il accepte la défaite du terrain, mais rejette en revanche les manœuvres des couloirs. Elles le font hurler. Je n'ai qu'un regret dans ce championnat, c'est de voir que cette rivalité sportive qui aurait pu animer sainement le championnat et faire plaisir à tout le monde est tournée à la haine. Pas rancunier, Joseph Antoine, la preuve, il fait travailler son fils Tonio pour 15 jours sur le terrain. Il ressemble, et oui, pourquoi pas, à Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui est en tête du classement des buteurs, il a marqué, donc il est maintenant à 29 buts et je pense qu'il va réussir son pari de passer les 30 buts. On voit le classement et en particulier le sort des mal classés et les autres buts français. Alors on voit les buts français Allez, tout les de buts suite. français en avant. Les buts français tout de suite avec Racing Paris 1 contre Saint-Étienne. Grâce à nos confrères de TF1, tout à fait. Deuxième minute, coup franc, regardez bien, Bouderbala des 30 mètres, frappe, 1-0 pour le Racing. Peu de temps après, coup franc pour Saint-Étienne, Aon tire, superbe envolée de Pascal Olmeta qui sauve le RP1. 34e minute, Avenay, l'attaquant parisien, cerné par les Parisiens, tente sa chance. Un tir qui se loge en pleine lucarne de Boffreton. 2-0 pour le RP1. 74e minute, Placido va alerter Bouderbala, fauché par Beaufreton. C'est le pénalty que transforme l'international marocain. L'espoir demeure pour le Racing Paris 1. Et l'espoir demeure également pour Nice qui hier soir a réussi à battre Monaco grâce à ce pénalty transformé par Robbie Langers pour une faute d'Ettori sur Jean-Philippe Rohr. Robbie Langers, 1-0 pour Nice qui conserve également l'espoir de rester en première division. 31 buts marqués au cours de cette journée, c'est le record de la saison. Pas une seule victoire à l'extérieur, un seul match nul, Metz, Brest, 1 partout. Un but d'Oudjani donne la victoire à Sochaux sur Lille. Carton de Montpellier sur Caen, 5-1. Succès de Toulouse sur Cannes, 4-0. Lyon s'impose de peu sur Toulon, 3-2. Kovacs et Chifo permettent à Auxerre de battre le Paris Saint-Germain 2-0. Au classement, tout le monde est à jour, plus de matchs en retard. Marseille a 2 points d'avance sur Bordeaux, Monaco est 3e avec 2 points d'avance sur Auxerre, Sochaux et le Paris Saint-Germain. Dans le bas du tableau, Mulhouse est au plus mal, mais de Cannes au RP1, c'est-à-dire 7 clubs, se tiennent en 3 points. Autant dire que rien n'est joué pour la descente et la place de barragiste. Division 2 maintenant, groupe A, J-1. Nancy est déjà en division 1. Strasbourg en profite et espère jouer les barrages. Mais Alès, vainqueur de Guignon 2-1, s'accroche à la 2e place, la bonne. Nîmes, vainqueur à Monceau, espère encore un peu.
Monceau est en détroit, Grenoble et le Red Star peuvent encore y croire. Puiseaux et Chaumont, eux, tremblent. Le groupe B, énorme surprise à Laval où le leader Rennes s'est incliné 2-0. Rennes qui cède sa place de premier à Valenciennes à cause d'une moins bonne attaque. La dernière journée sera décisive, même pour le Havre qui conserve un petit espoir. En bas de tableau, Quimper est condamné. Lorient, Abbeville, La Roche et Tours vont passer quelques nuits blanches. La grille du loto sportif avec une énorme surprise. Daniel Cazal a peut-être gagné. Il fallait jouer donc 10 résultats à domicile, 2 nuls et une victoire à l'extérieur. Et pour être complet avec le foot, sachez que Naples est champion d'Italie, que Liverpool est champion d'Angleterre et que la Coupe d'Italie, je vous le rappelle, a été gagnée cette semaine par la Juventus. Dans l'actualité du football, il y a aussi la Colombie. La Colombie parce que ce pays est qualifié pour la Coupe du Monde de football et que la Colombie, Alain Vernon, on l'a encore vu cette semaine avec l'assassinat d'un candidat à la présidence de la République, la Colombie est dans un stade d'instabilité extraordinaire. Oui, c'est l'énorme paradoxe. D'un côté, on assassine les candidats à la présidence de la République, on assassine même les arbitres, ça s'est passé en décembre dernier, on a arrêté carrément le championnat pendant 4 mois, et malgré ce contexte terrible, eh bien, le football colombien s'apprête à fêter un événement historique. Depuis 28 ans, la Colombie ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde, et c'est dans ce contexte terrible qu'on a essayé d'analyser où en était ce football colombien, en 2 mois donc de la Coupe du Monde en Italie. Alors je vous propose un petit avant-goût en 2 minutes de ce que sera le reportage de mercredi dans Les Fruits de la Passion. Une passe de Valderrama, le Colombien de Montpellier. Pour l'ailier droit Usuriaga, le Colombien de Malaga en Espagne. Et un but qui qualifie contre Israël la Colombie en Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Voici pour l'exploit. Et Usuriaga, comme toute la sélection, peuvent entamer la plus célèbre danse de Cali, sa ville d'origine, capitale mondiale de la salsa. Higuita, son gardien libéraux et toute la Colombie ont pourtant un obstacle de taille, l'Allemagne et la Yougoslavie au premier tour. Mais en Colombie, la fête a failli se transformer en drame. Un matin de février, la nouvelle remonte jusqu'à Bogota, à 2600 mètres d'altitude. On menace la sélection nationale. Plus exactement, 4 joueurs de Medellín et l'entraîneur, accusés de lien avec le cartel de la drogue, menacés de mort par une organisation qui veut nettoyer le foot colombien. Réaction. Ella me comunicaba que nunca la llamaron a la casa, nunca fueron, al igual que con mi madre. Entonces, ya me tranquilicé porque no había nada de fundamentación en estas amenazas. De todas maneras, fueron amenazas que no trascendieron a mayores y que por eso nos tiene tranquilos. Finalement, on s'est rendu compte que c'était plutôt une menace d'un déséquilibré qui voulait profiter de ce moment historique en Colombie pour accentuer le chaos. En Europe, Maturana sait que des milliards de questions l'attendent sur la drogue, le foot, les parrains. Alors Maturana s'est jeté à l'eau dans un livre où il parle des liens du foot et de la mafia. Il faut dire clairement qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes de sécurité, tout ça, on préfère qu'ils investissent l'argent dans le football que dans la dynamite. En Colombie, le foot se sort à peine de ses liaisons dangereuses avec les cartels de la drogue. Le football qui veut changer son image et profiter de la Coupe du Monde pour cela. Mais après la mort d'un arbitre à Medellín et 4 mois d'arrêt total du championnat, les clubs, comme tout le pays, vivent sous haute surveillance. Reportage sur le football colombien, Les Fruits de la Passion, mercredi 2 mai, sur Antenne 2.